Devons-nous économiser notre énergie sexuelle dans le cadre de l'évolution? Et si on la perd la nuit, nous faisons-nous manipuler? Sans doute un homme, ça, qui... Bon, comprenons ceci. Le corps de la femme a certains problèmes comparativement à l'homme au niveau sexuel. D'ailleurs, la femme sait qu'elle est menstruée, disons mensuellement, jusqu'à un certain âge. L'homme a sa forme de menstruation qui porte le nom de pollution nocturne. Maintenant, c'est pas une pollution, c'est biodégradable. Faut pas s'inquiéter. Maintenant, devons-nous économiser notre énergie sexuelle? Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque la femme crée un ovule, la femme, elle doit énergiser un ovule de façon à ce que l'ovule devienne suffisamment viable pour être libéré au niveau des trompes et se diriger vers l'utérus. Lorsque la femme fait ceci une fois par mois, elle perd énormément d'énergie, c'est-à-dire qu'elle a une phase d'involution qui est très temporaire et qui ne dure pas longtemps. Et c'est ce qui va faire aussi qu'il y aura une altération au niveau de la psychologie de la femme, donc de son corps astral, et normalement la femme sera plus chialeuse, plus colérique, plus braillarde, plus etc., etc. Je pense que les femmes, vous connaissez ces problèmes. Lorsque l'homme a une éjaculation, c'est le même phénomène que lorsque la femme a une ovulation. Par contre, l'homme peut avoir des éjaculations 2-3 fois par jour. La femme, elle a une ovulation au mois, ce qui quand même la préserve. Maintenant, la femme a plus d'énergie vitale. Lorsque je parle d'involution, il y a une baisse de potentiel. Maintenant, ça n'empêche pas la femme d'évoluer. Lorsque l'homme, lui, doit constituer une panoplie de spermatozoïdes, c'est-à-dire qu'il en faut plusieurs pour arriver à un moment donné à féconder un ovule, l'homme prend de son énergie vitale et il les constitue le meilleur de ses cellules au niveau des spermatozoïdes qu'il va contenir, c'est-à-dire qu'il va conserver à un moment donné dans un récipient. Lorsque le mâle a une éjaculation, évidemment, il balaye tout ça à l'extérieur, ce qui fait qu'au niveau du plan vital de son corps physique, lorsque celui-ci découvrira qu'il n'y a plus de spermatozoïdes, il recommencera encore une fois à en créer. Dans l'abstinence du mâle, il y a évidemment ceci qu'à un moment donné, le réservoir devient plein. Lorsqu'il est plein, l'énergie vitale cesse de constituer des spermatozoïdes, donc des cellules reproductrices. Et lorsqu'il est plein, le mâle commence maintenant à bénéficier de cette énergie vitale, ce qui va normalement préserver sa longévité au niveau de la vie. Lorsque nous parlons de relations, de sexualité, je ne parle pas que des relations sexuelles. Ça peut être de la masturbation, ça peut être n'importe quoi. Du moment qu'il y a éjaculation, donc éjection de cette énergie vitale à l'extérieur, l'homme jette de sa vie à l'extérieur. À un moment donné, on a fait une conférence sur concevoir un enfant nouveau. Et on avait expliqué aussi qu'à cette étape, lorsque le mâle qui, s'il n'avait pas d'éjaculation, disons, fréquente et continuelle, lorsque le mâle voulait avoir un enfant avec une femme, il se devait évidemment de vider ses réservoirs pour la simple raison que les spermatozoïdes constitués sont des spermatozoïdes qui datent déjà de peut-être de quelques mois ou de quelques années, hein, pour ceux qui réussiraient à se rendre jusque-là. Au niveau des hommes anciens, chez l'homme nouveau, ça devient facile. Et ces spermatozoïdes ne sont pas transporteurs de l'évolution présente actuelle du mâle, donc ils n'ont pas le caractère de transmettre génétiquement l'évolution du mâle depuis leur création. Il y a donc intelligence de vider ses réservoirs. Hein? Là, on parle de masturbation. Oui, c'est ça. Pas de prêtre ici? Parfait. Et lorsque le mâle a donc vidé ses réservoirs, il attend un laps de temps suffisamment long pour permettre au réservoir de se reconstituer. De cette façon, sa transmission de sa propre évolution sera génétiquement menée à l'enfant, donc à l'ovule de la mère. Et la mère, elle a l'avantage que, vu qu'elle a une ovulation au mois, évidemment, sa cellularisation évolutive est continuellement conservée. Donc, l'ovule qui vient, parce que la mère, elle a une quantité d'ovules, mais ces ovules ne sont pas vivifiés, ils ne sont pas fécondables, et il y a un ou deux ovules à la fois, disons, qui normalement le devient lorsque la mère les énergise. Les énergisant, elle va structurer la condition nucléaire des cellules de ces ovules, donc de cet ovule, permettant ainsi à sa propre évolution de pouvoir être transmis à son enfant. La nuit, évidemment, ça crée un problème, c'est que tous les phénomènes, toutes les forces d'involution au niveau de notre planète, ce que moi j'appelle les conditions astrales, l'astral est la relation qui peut exister entre la mémoire, les désirs et l'émotion chez l'homme, la psychologie de l'homme. Il y a une manipulation au niveau de la nuit, lors des rêves. On va faire une conférence très prochainement sur l'homme nouveau face aux rêves, et on va voir de quelle façon l'homme se fait carrément violer au niveau, l'homme et la femme évidemment, au niveau des rêves. Et effectivement, on a donc de ce genre d'éjaculation chez l'homme, entre autres.
qui l'empêche effectivement de ramasser un quota d'énergie suffisamment puissant. Et on peut remarquer aussi que l'être humain, biologiquement, l'homme d'aujourd'hui est capable de se retenir au niveau, c'est-à-dire de ne pas, il n'a pas besoin de relations sexuelles, mais étant donné qu'il se fait charrier par sa psychologie, il est toujours en train de bander, hein? Bon, c'est un fait. Alors, ces choses-là changent. C'est des choses, on a déjà fait une conférence sur la sexualité de l'homme nouveau. On va en faire une à un moment donné sur la sexualité de l'homme transitif. Il y a des personnes, évidemment, qui sont un peu vexées lorsqu'on parle de sexualité. C'est la même chose que lorsque je parlais de la fleur à mon indigène. À un moment donné, la conscience de l'humain devient suffisamment vaste qu'on peut commencer à englober des choses naturelles de la vie et en parler de façon constructive. Suite à cette première question, quelle sexualité a l'homme nouveau? Faire l'amour un acte émotif, spirituel ou intellectuel? Bon, ce n'est ni l'un, ni l'autre, ni l'autre. On ne doit pas faire l'amour lorsqu'on est intelligent par émotivité, ça devient con. C'est comme si on mettait le feu à une forêt par émotivité. Bon, le feu c'est beau, dans un foyer ça peut aller, c'est ce qu'on appelle le tantrisme. Mais encore là, il y a un gaspillage d'énergie. Faire l'amour est un acte émotif? Non. Spirituel? Non. On ne peut pas faire l'amour pour un trip émotif. Alors, la spiritualité, lorsque l'être humain fait l'amour par spiritualité, ça reste un trip émotif. Bon. Et d'une façon intellectuelle, non plus, ça reste encore une fois un trip émotif. Chacun a son palier d'émotivité. Ça peut être de l'intellect. Certains vont jouir de lire des livres et d'apprendre intellectuellement. Hein? Les intellectuels jouissent comme ça. D'autres vont jouir spirituellement et d'autres vont jouir carrément corporellement, ce qu'on appelle émotivement. Mais ça reste de l'émotion sur tous les plans. On a une relation sexuelle avec une femme, non pas pour s'unir à elle, parce que l'homme nouveau est son seul maître, mais dans le but d'avoir un enfant. Et on doit avoir un enfant, non pas parce qu'émotivement on a besoin d'avoir un enfant, mais on doit avoir une raison intelligente d'avoir un enfant. Et normalement, c'est de permettre la création d'un corps physique qui pourra supporter une entité énergétique, espritique sans doute, réincarnative si l'on veut, qui pourra permettre à l'humanité de poursuivre son évolution. Il y a une raison intelligente à la procréation, autre que celle d'avoir un enfant pour lui gratter la tête et jouer dans ses cheveux. Bon. Dans votre séminaire intensif, pouvons-nous vous poser toutes les questions que l'on veut? Y a-t-il des phases pratiques? Combien de personnes à la fois dans un séminaire? Bon. Tu poseras les questions une à la fois, ça va être plus facile. Est-ce qu'on peut poser toutes les questions que l'on veut? Oui. Y a-t-il des phases pratiques? C'est évident, dépendant des questions qui sont posées, mais beaucoup au niveau de l'énergie vitale. Il y a combien de personnes à la fois? Disons qu'on dépasse rarement les 20 personnes, de façon à ce qu'on puisse communiquer réellement en 2 jours. Ouais, mais ce séminaire intensif, ça s'appelle comment? C'est le séminaire PMC1 ou séminaire sur le nouveau, donc celui qui se donne demain et après-demain, et qui se donne aussi dans 2 mois. Monsieur Kemp, j'ai besoin de vérifier cela. Il paraît que vous pouvez répondre à toutes les questions. Excusez-moi si je vérifie. Qu'est-ce qu'un glou? Ouais, là j'ai des problèmes. B, qui est le père de Alexandre le Grand? C, B, question à la B, fois. ok, B. Oui. Bébé. Bon, le père d'Alexandre le Grand. Premièrement, je ne réponds jamais à ce genre de questions parce que ça fait de la compétition, c'est-à-dire tout à fait absurde à un moment donné. Disons que de temps en temps, pour les biais de la cause, une fois par 6 mois, on peut s'amuser un peu. Alexandre le Grand avait Philippe de Macédoine comme père. C'est Bon, c'est rapide. Et quelle est la vitesse de la lumière? Bon, ça c'est une farce, je le réponds souvent. 299, 792.5, plus ou moins 3 s'il veut être précis. Disons 300 000 km à la seconde si on arrondit. Mais ça, c'est une connerie. On le dit souvent en conférence. A. Oui. A, c'est qu'est-ce qu'un gluon? Un glouton, je sais ce que c'est. Qu'est-ce qu'un gluon? Bon, c'est une particule atomique qui se trouve dans les noyaux des atomes qu'on a découvert récemment et qui sert, outre les neutrons, à relier les protons ensemble. Maintenant, c'est ça. Alors, je répète, faisons ce genre de farce, on s'amuse, mais à un moment donné, il faut qu'on pose des questions qui nous servent. On parle de l'homme nouveau en relation de l'initiation par le feu. Est-ce qu'il y a des initiations en rapport avec l'eau, l'air, la terre et l'homme? Les a-t-il vécu, c'est-à-dire, et l'homme les a-t-il vécu ou devra-t-il les vivre? Essayez d'écrire bien, comme ça on n'aura pas l'impression qu'il sait pas lire, hein? Ouais. Hein? Bon, on parle de l'homme nouveau en relation avec l'initiation par le feu. Y a-t-il d'autres initiations en rapport avec l'eau, l'air, la terre et
l'homme? Les a-t-il déjà vécus ou devra-t-il les vivre? Dans l'Antiquité, on a toujours constitué le phénomène de notre matière comme étant régi par 4 éléments principaux et à un moment donné, on a rajouté un 5e, l'éther. Il y avait l'air, la terre, l'eau, le feu et finalement l'éther, l'énergie vitale ou l'énergie intraatomique qui permettait aux molécules et aux atomes de pouvoir exister. Lorsque l'on parle de l'homme nouveau, de temps en temps, j'ai parlé en conférence de l'initiation par le feu. L'initiation par le feu, c'est une initiation par la vie. C'est-à-dire que c'est une initiation où l'être humain entrera directement en contact avec son esprit, où l'homme ancien devra affronter l'homme nouveau, et où l'homme ancien devra soit vaincre, soit perdre. Et normalement, dans ce genre d'histoire, le bien vainc toujours le mal, alors donc l'homme nouveau devra vaincre. Cela veut dire que l'initiation par le feu est un phénomène qui n'a pas été expérimenté souvent à l'échelle de la planète, qui est connu surtout depuis le premier Melchisédek à l'époque, disons, anté-Moïse, et qui a été revécu par la suite à l'époque du Nazaréen. C'est là, disons, que l'initiation par le feu du Nazaréen a commencé lorsqu'il a rencontré Jean le Baptiste. Ils se sont engueulés à mort sur le bord du fleuve. Ils se sont tirés de l'eau en plein visage. On parle du baptême, mais disons qu'il y a eu quelques éclaboussures et quelques pétages de feu. Et le Nazaréen, par la suite, au niveau du désert et par d'autres phénomènes, a finalisé son initiation par le feu. L'homme nouveau va vivre aussi une initiation par le feu où il devra être confronté complètement avec ce qui, chez lui, l'empêche d'avancer. Je fais un dessin. Chaque être humain vivra son initiation, disons, par le feu à sa propre façon. Il n'y a pas d'initiation toute coordonnée et organisée par un centre ou une école particulière. Est-ce qu'il y aura seulement qu'une initiation par le feu? Il y a une initiation par le feu dans le contexte de l'homme, parce qu'une fois que l'homme a traversé l'initiation par le feu, l'homme n'est plus un homme, dans le sens humain et bâtard que l'on connaît aujourd'hui. Bon. Ça devient un homme nouveau. L'homme nouveau est un surhomme par rapport à l'homme ancien, ce qui fait qu'il y aura plus d'initiation par le feu dans ce genre. L'initiation par le feu va arriver lorsque l'homme nouveau va être capable de projeter à l'extérieur de lui tout ce qui lui reste d'homme ancien et lorsqu'il devra affronter ceci, devenir le maître de ceci et le rejeter au niveau des contextes astraux, ce qui normalement va venir renforcer les plans sataniques. On a fait une conférence aussi sur Satan dévoilé, on peut toujours s'y référer. Disons que pour l'instant, on ne parlera pas plus de l'initiation par le feu parce qu'il y a beaucoup de psychologie qui pourrait à un moment donné tenter d'essayer certaines choses alors qu'ils ne sont pas prêtes parce que si c'est l'homme ancien qui veut tenter d'être initié par le feu, il va brûler. L'initiation par le feu vient à l'homme. L'homme ne peut pas aller à l'initiation par le feu parce que l'homme qui veut y aller est un homme pressé. Un homme pressé est un homme ancien. L'homme ancien n'a rien à voir avec l'initiation. L'initiation par l'eau est une initiation lunaire, c'est-à-dire une initiation par réflexion. Cette initiation a toujours été l'apanage de l'homme ancien, l'apanage de l'Antiquité, c'est-à-dire que c'est le maître qui initie le disciple. Donc, l'homme, le disciple, n'a pas l'initiation réelle en pleine face, c'est-à-dire qu'il ne voit pas l'intelligence de ses propres yeux, il les voit par l'intermédiaire d'un prêtre, d'un maître, d'un gourou, de quelque chose comme ça. L'initiation par l'air est une initiation autre qui encore se fait par le maître, et l'initiation par la terre est une initiation qui se fait aussi par le maître. Sauf que l'initiation par la terre est une initiation qui, au niveau du contexte de l'homme nouveau, ressemble énormément à l'initiation par la terre, mais l'initiation par le feu de l'homme nouveau est une initiation où celui-ci entrera dans les enfers, c'est-à-dire que l'homme nouveau devra être capable de transcender la deuxième mort, c'est-à-dire que l'homme nouveau, lorsqu'il quittera son corps physique, s'il le quitte, sera capable de pénétrer le monde de la mort sans perdre la conscience de son identité. Seul le Nazaréen et Lazare l'ont fait jusqu'à date, et cela devient une initiation par la terre, une descente aux enfers. Maintenant, encore une fois, un jour, on reviendra en conférence sur les initiations au niveau de l'homme nouveau. On a déjà parlé de l'initiation de l'humanité dans l'ère du Verseau, mais à un moment donné, on la fera au niveau de l'individu. Alors, pour l'instant, disons que c'est ce qui concerne les initiations. J'ai l'impression que plusieurs points devant être traités ce soir ont été escamotés. Pourquoi? Bon, une question intelligente aurait été tel point est escamoté, vous voulez en parler, j'en aurais parlé. Est-ce que la femme peut perdre énormément d'énergie pendant l'acte sexuel? De quelle façon? Bon, si la femme se prend pas pour... fait plaisir à un de mes amis, si la femme ne se prend pas pour l'homme, elle ne perdra pas beaucoup d'énergie. Si la femme lit un Tintin pendant qu'elle a l'acte sexuel, elle ne perd à peu près rien au niveau énergétique. Voilà. Et plus la femme va vouloir mettre de son émotivité, plus la femme va vouloir mettre de son énergie à l'intérieur de l'acte sexuel, plus elle risquera d'en perdre. Ça peut être très bon pour elle au niveau psychologique, ça peut réajuster les choses, mais de toute façon, ça devient une perte d'énergie quand même, tandis que si elle s'occupe à autre chose, évidemment. Mais Daniel, dans toute perte d'énergie, quelle qu'elle soit, que ce soit l'acte sexuel ou autre, il y a toujours un échange aussi. C'est-à-dire on apprend quelque chose. Non. Non. Dans un échange d'énergie, on apprend. Dans une perte, on perd. Dans une perte, tu apprends à ne plus perdre, mais dans un échange, tu apprends ce qu'il y a à échanger.
C'est-à-dire que si la femme donne de l'énergie sexuelle pour recevoir de l'amour de l'homme, donc de l'affection de l'homme, elle peut psychologiquement, disons, rétablir son harmonie, c'est ce que je viens de dire. Mais au niveau énergétique, elle perd quand même au niveau vital. Oui. Oui, c'est évident qu'on veut jouer avec le feu sans perdre de flamme. Et l'homme se brûle en jouant souvent avec la vie. Alors c'est sûr que ça devient plate. Les personnes qui couchent une fois par jour, lorsqu'ils entendent ce que je leur dis, alors ils me prennent pour un moine. Alors qu'ils continuent à jouer avec le moine de l'humain. L'homme nouveau, s'il n'a pas de mémoire, a-t-il une personnalité? Qu'y avait-il avant le Big Bang? Bon, l'homme nouveau, s'il n'a pas de mémoire, a-t-il une personnalité? Il aura une personnalité qui ne sera pas réfléchie par ce que les autres vont vouloir qu'il soit, mais une personnalité qui sera rayonnée à partir de son être lui-même. C'est-à-dire que la constitution atomique, on parle dans le cas du Nazaréen. Je donne souvent l'exemple du Nazaréen. Parce que premièrement, c'est la personne qui a transcendé la majorité de tous les contextes d'évolution de notre planète. D'ailleurs, c'est la seule. Alors, ça ne vaut pas la peine de parler de d'autres. Et deuxièmement, c'est la personne la plus connue chez vous. On m'a demandé dernièrement pourquoi je ne l'appelais pas Jésus, je l'appelais le Nazaréen. Je ne fais pas référence à Nazareth. Nazareth a été baptisé ainsi 300 quelques années après la disparition du Nazaréen. Et le Nazaréen est le nom que lui-même se donnait et qu'on lui donnait lorsqu'on le respectait. Jésus était son prénom et il était surtout nommé le Nazaréen. Lorsque le Nazaréen arrivait, les gens se déplaçaient. Jésus-Christ, le Christ est la consistance christique ou supramentale, ce que nous parlons lorsque nous parlons au Québec de l'énergie supramentale, c'est l'énergie christique. Donc, le Jésus a été christifié, à un moment donné, il a eu un contact avec son propre esprit, il a fusionné cet esprit, et à un moment donné, le Nazaréen, ce qu'il a fait, c'est que lorsque sa fusion a été terminée, il avait un corps éthérique, et c'est pourquoi son corps de chair a disparu en quelques heures dans le tombeau. On ne l'a pas retrouvé, pas parce qu'il était sorti. Lorsque les apôtres ont revu le Nazaréen, ils ont vu un corps lumineux. Ils n'ont pas vu un corps de chair, ils ont vu un corps lumineux. Lorsque nous parlons de la personnalité, il vient un moment donné où la consistance atomique de l'homme nouveau engendre une mutation atomique au niveau de sa cellularité, et celui-ci finit par devenir rayonnant. À un moment donné, l'homme nouveau devient quelque peu radioactif. Cela peut faire rire certaines personnes, sauf que vous devez déjà savoir que votre corps physique est déjà radioactif. Une radioactivité mesurable et qui, comme telle, n'est pas trop altérante parce qu'elle n'est pas ionisante, c'est-à-dire qu'elle n'est pas similaire à la radioactivité de l'uranium, bien qu'elle soit mesurable. L'homme nouveau devient de plus en plus radioactif, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous ne pouvez plus voir un homme nouveau comme vous voulez le voir, mais sa personnalité rayonnante fera que vous allez le voir tel qu'il est et vous n'aurez pas le choix. Qu'y avait-il avant le Big Bang? C'est une question qui est intéressante. Qu'y avait-il, disons, pour être précis, avant la création? Avant la création, je vais répondre très brièvement. Encore une fois, on pourrait prendre le reste de la soirée, c'est-à-dire aller jusqu'à demain soir, minuit, et on n'aurait pas encore cerné le sujet. Un jour, on va en parler. Dans un séminaire, on peut toujours arriver à en parler un peu plus parce qu'on a plus de temps. Juste certains mots doivent être compris par la conscience de l'homme avant que l'on puisse aborder l'antécréation. L'être humain dit « Dieu existait avant la création ». Alors, on peut poser la question « Qui a créé l'homme ?» Alors, l'homme se dit quelque chose. Qui a créé la chose? Ben, quelque chose. Qui a créé la quelque chose? Ben, Dieu. Qui a créé Dieu? Dieu s'est auto-créé. Ou Dieu a toujours été. Ça amène un problème majeur. Si Dieu a toujours été, pourquoi l'homme n'a pas toujours été lui aussi? L'homme ne veut pas parce que l'homme se croit médiocre. Et il y a des raisons fondamentales qui obligent l'humain à se penser médiocre. Parce que l'humain, si l'humain savait ce qu'il était, s'il n'a pas l'intelligence, mais il a la mémoire de ce qu'il a été, il sacrerait son camp ici, comme d'ailleurs Lucifer a tenté de vouloir le faire faire à l'homme. Avant la création, Dieu n'existait pas. Dieu a été créé en même temps que la création, c'est-à-dire que la création même peut porter un nom plus réaliste, création. Lorsqu'il y a eu cette création, ça a été d'ailleurs la seule action de l'univers, tout le reste en découle et tout le reste est réactionnel. Lorsqu'il y a eu cette création, Dieu était cette création. Ce qui fait qu'énergétiquement, Dieu est donc de la matière. Ainsi, Dieu est tout ce qui existe et qui peut exister. Sauf que dans la conscience limitée de l'être humain, une conscience limitée à sa mémoire normalement, il n'a pas cette terminologie qui lui permet d'envisager un espace sans espace et un temps sans temps. C'est-à-dire que l'être humain envisage toujours les choses à partir de ce qu'il connaît. Donc, il va parler de Dieu éternel. Dieu n'est pas éternel parce que ce phénomène divin n'est pas régi par le temps. Il va dire Dieu est partout. Dieu n'est pas partout parce que ce phénomène énergétique n'est pas limité par l'espace. À un moment donné, on va dire
Dans cette création, ou dans la création, pour prendre le terme ancien, où est la limite? Mais il n'y a pas de limite. Alors on va dire c'est infini. Non, c'est fini. Mais ça n'a pas de limite. Alors pour que l'humain arrive à comprendre cette mécanicité lorsque l'on parle d'un phénomène fini, qui n'a pas de limite, vous partez dans une direction, vous êtes sûr d'arriver à votre point de départ. Dans un autre, vous êtes sûr d'arriver à votre point de départ. Vous allez tourner, vous allez tourner. Oui, mais si à un moment donné, vous dépassez cette frontière du fini, vous arrivez de l'autre côté. Et jamais vous n'aurez vu cette limite. Alors il n'y a pas de limite, mais c'est fini. Einstein avait commencé à entrevoir cette possibilité et l'astrophysique arrive à peine à comprendre ces choses. Alors je ne m'attends pas non plus à ce que, disons que de prime abord, les humains comprennent cette mécanicité. Et que lorsque l'on parle de Dieu a créé le ciel et la terre, cela va de soi. Le ciel, c'est toute l'atomicité énergétique qui permet la constitution de la terre. Le ciel, c'est le monde de la mort. Le ciel, c'est le monde de l'enfer qui part de 10 pieds au-dessus de la surface terrestre et qui va jusqu'au centre de notre planète terrestre. Le ciel part de ce 10 pieds et monte jusqu'à la couche la plus éloignée de notre atmosphère. Sauf que lorsque l'on parle théologiquement de la création du ciel et de la terre, on parle de création des deux phénomènes. Lorsque moi je parle des cieux, je parle de tout ce qui est au-delà du monde de la mort, donc de tout ce qui est au-delà du ciel. Le Nazaréen lui aussi parlait du ciel, et il disait aux hommes, mettez vos trésors dans le ciel. L'être humain étant émotif, tout ce qu'il engendrait de par son émotivité ne pouvait faire autrement que de remplir le monde de la mort, et lorsque l'être humain mourait, son âme allait vers son émotivité, cette lumière qui l'attirait, le monde de la mort. Et c'est là que l'être humain meurt une deuxième fois. Lorsque le Nazaréen parlait des cieux, il parlait de son Père, et à un moment donné, il parlait de lui-même. Il provenait des cieux. Les cieux sont de l'intelligence non colorée par la dégradation terrestrifiante de notre planète. Cela veut simplement dire que lorsque l'on veut parler, je parle vite parce que je parle énergétiquement, de façon à ce que les mots ne soient pas intellectualisés, vous n'aurez pas le temps de retenir ce que je dis. Mais énergétiquement, il se passe des choses qui lentement augmentent la conscience de l'individu, qui va faire qu'à un moment donné, et ce n'est pas grâce à moi, l'énergie c'est de l'énergie, il y en a partout, lorsqu'à un moment donné, elle traverse plus fort, ça traverse plus fort et c'est fini là, à un moment donné, vous allez être capable de comprendre d'autres choses. Peut-être une fleur, peut-être un grain de blé, peut-être la création, peut-être le Big Bang, peut-être n'importe quoi. Lorsqu'on n'a pas les mots nécessaires et lorsqu'on n'a pas la compréhension, la conscience capable d'englober des choses qui ne sont pas mémorielles, on ne peut pas parler du Big Bang. Lorsque l'on veut parler de ce qui était avant ce que vous connaissez, on ne peut pas. Sauf si vous êtes vivant. Sauf si vous êtes suffisamment homme nouveau. Pourquoi? Parce que pour parler de ce qui n'était pas avant ce que vous connaissez, vous allez faire référence à ce que vous connaissez pour comprendre ce qui n'était pas avant que vous connaissiez. Autrement dit, à quoi ressemblait l'homme avant que l'homme ressemble à l'homme? L'humain ne peut pas le considérer, le comprendre. Sauf que le fœtus dans le ventre de la mère passe par toutes les étapes anatomiques, biologiques que l'humain a passé depuis que l'humain est sur la planète. L'humain a déjà été un être unicellulaire qui se divisait et qui se procréait par bourgeonnement, comme la cellule. Et l'humain passe maintenant dans le ventre de la mère par tout ce procédé pour en arriver jusqu'à aujourd'hui. Alors, il y a donc des mots qui manquent. Au-delà de la création, avant Dieu, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait des choses qui ne sont pas spatiales ni temporelles. Donc, il y avait des choses qui n'existent pas. C'est-à-dire qu'au-delà de ce qui existe, il y a ce qui n'existe pas. Et ce qui n'existe pas est là, mais ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que l'existence demande du temps et de l'espace. Automatiquement, il y aura friction entre l'un et l'autre et il y aura toute une dégradation involutive que l'on connaît. Le rôle fondamental de l'homme dans le contexte de la planète, c'est d'arriver à recevoir des paliers énergétiques avant que ceux-ci ne deviennent matière, de façon à ce qu'à un moment donné, ils soient et matière et esprit au niveau de la tête, pour finalement résorber l'univers, c'est-à-dire que d'ici peu, nos savants vont se rendre compte que les galaxies, que les quasars, que les planètes, que les soleils ne se dirigent plus une tendance vers le rouge au niveau de leur déplacement, c'est-à-dire que l'univers n'est plus en expansion, parce que d'ici peu, à cause de l'homme, c'est chiant parce que l'homme se croit toujours minus, mais à cause de l'évolution énergétique de l'homme, l'univers va commencer à se résorber, c'est-à-dire que l'univers va cesser son évolution expansive, et les savants vont découvrir que maintenant les galaxies vont commencer à se rapprocher les unes des autres. Il y a une chose avec que les savants n'ont jamais compris. Dans un univers limité, sans frontières, tout ce qui s'éloigne, en réalité, se rapproche. Mais à un moment donné, ils vont pouvoir découvrir au niveau du rayonnement solaire, du rayonnement, disons, lumineux, qu'effectivement, nos galaxies vont commencer à se rapprocher. D'ici encore, je dis très rapidement, d'ici encore quelques mille ans. Alors, on va revenir, avant 1000 ans, sur cette phénoménologie qui existait avant la création du Big Bang et ce qui se passe. Sauf qu'il faudra pour ça que l'homme arrive à comprendre avant, à admirer une fleur avant de commencer à admirer le cosmos. Justement la recherche qui se fait au niveau nucléaire, surtout si on examine un grain de blé
on arrive à pénétrer de plus en plus profondément, à trouver de plus en plus ce monde. Est-ce qu'on va pas retrouver justement ce monde dans le grain de blé aussi? Oui, quand on parle d'un univers qui n'est pas fini, cela veut dire que si tu pars de la Terre et que tu voyages pendant 133 millions d'années-lumière dans cette direction-là, tu es sûr d'arriver à la Terre. OK? C'est le temps que prend la vitesse de la lumière, disons, pour traverser ce phénomène fini de notre univers. Maintenant, ce qui arrive, c'est qu'il y a un autre phénomène avec, c'est que si tu prends un microscope, tu regardes un atome, tu vas fouiller sur l'électron, je donne un exemple, évidemment, tu fouilles, l'électron, tu finis par te rendre compte qu'il est constitué d'un paquet de petites particules, tu en localises une, tu grossis, à un moment donné, tu vas finir par te voir, toi, qui est en train de regarder dans le microscope. Bon. Maintenant, tu peux arriver, évidemment, sur une autre planète. OK? Bon. Sauf que le voyage peut se faire autant dans ce sens qu'un voyage dans le sens linéaire, disons, de la lumière, que dans le sens optique au niveau grossissement. Et donc, électronique ou atomique. Sauf que pour l'instant, disons on joue avec des concepts que l'astrophysique commence à pouvoir agglomérer, hein, que la science physique commence à pouvoir agglomérer, la chimie a maintenant commencé à cesser d'avoir peur là, de ses découvertes, puis elle commence à se rendre compte qu'effectivement, que si tu prends un atome d'hydrogène, un autre atome d'hydrogène, puis que tu les colles ensemble, tu crées de l'hélium, que si tu prends de l'hélium et de l'hélium, tu crées du carbone, et là, lentement, la chimie, donc surtout la science de la physique nucléaire, par la fusion de l'atome, se rend compte de plus en plus qu'en fin de compte, l'homme est de l'hydrogène qui est aggloméré, c'est-à-dire que si tu colles donc des noyaux d'atomes ensemble, tu crées d'autres matières, qu'en fin de compte, tout est la même expression d'une chose primaire qui, selon son potentiel d'assujettissement, créera des corps différents. Mais passons à d'autres questions, disons qu'on reviendra beaucoup plus tard là-dessus. Daniel, combien de fois s'empoisonner avant de savoir instantanément qu'un champignon ou une herbe est comestible? Ça dépend. Si c'est un amanite phalloïde, normalement une fois. On la bouffe, on est mort. Bon. Alors, dépendant des champignons. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'être humain, aujourd'hui, a toute la mémoire, le bagage de l'humanité du passé. Dans l'Antiquité, si chacun des hommes des cavernes aurait bouffé un champignon, allez dans les forêts, il y a autant de champignons qui sont comestibles que de champignons qui ne le sont pas. Premièrement, plus le champignon est beau, plus il a de chances d'être toxique. Bon. Plus il est laid, plus il a de chances d'être comestible. L'être d'aujourd'hui, fonctionnant que par son émotivité, risque fortement d'en mourir. Mais dans l'Antiquité, si on pense simplement que si l'homme de l'Antiquité devait fonctionner comme vous, vous ne serez pas là. Vous ne pourriez pas être là. Combien de fois devons-nous nous empoisonner? Ça, c'est une bonne question. Parce que le problème qu'il y a, c'est que l'être humain doit apprendre à goûter, à discerner énergétiquement ce qui provient de la vie et ce qui provient de la mort. Ce qui provient de la mort provient de ses mémoires. S'il n'a pas su connaître les champignons, ou s'il a oublié ce qu'il avait à un moment donné appris, il va évidemment douter. Je donne souvent l'exemple du chameau. Le chameau, quand il a soif dans le désert, il marche, il creuse, il boit. L'homme, il marche, il broye, il ramasse ses larmes, puis il meurt de soif. Bon. Pourtant, l'homme est plus évolué que le chameau, mais le chameau va vivre. Bon. Alors, de quelle façon? Oui, parce que l'homme est tellement mortuellement relié à ses mémoires qu'il ne peut pas faire référence à la vie. L'être humain est exactement comme un lièvre qui, à un moment donné, sort de son terrier. Alors, il voit un sentier en avant, alors il suit le sentier, il tourne, il s'en va, il trouve une prairie, il broute un peu, il continue, il trouve un sentier, il trouve de l'eau, il boit, et il revient, il trouve un trou, il s'enterre, puis il s'endort pour la nuit. À un moment donné, ce lièvre sort, puis il se dit, sacre à bleu, je suis tanné, moi, là, de suivre tout ce qui est déjà là. Pas un fou. Alors, il se garage dans le premier buisson venu à l'extérieur d'un chemin, buisson épineux, il arrive à traverser le buisson complet, il arrache la moitié de sa peau, puis il rentre de l'autre côté, il dit, sac, je savais que j'étais capable. C'est l'homme qui vient de naître. Bon. Ah, je n'étais pas si fou que ça, je savais. Oui. Il marche toute la journée, il trouve plus de rivière, trouve plus de champs, bouffe des épines, la nuit, plus de terrier, il reste dehors. Mais il y a la fonction, maintenant il y a de l'ego, il peut se dire que lui, au moins, il est le seul à avoir se libérer. Mais se libérer de quoi? Maintenant, il devra se libérer de lui. Parce que maintenant, il se dit, j'ai déjà vu telle chose, je pense que ça ressemble à ça. Il est plus dans le chemin, il y a rien qu'à suivre. Maintenant qu'il est à côté, son point de vue est différent. Alors, continuellement, il s'en va, il fonctionne, il marche, etc. De temps en temps, il traverse un chemin, il se dit crime, pendant 30 secondes, ça a bien marché. C'est normal. Il traverse en diagonale, il traverse de travers. Un jour, il rentre dans le chemin tourne, mais lui, il continue, parce que lui, il a décidé qu'il menait sa vie. Puis, au fur et à mesure qu'il accumule de la mémoire de mener sa vie, il finit par plus être capable pantoute de savoir où il devrait aller, qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui ne l'est pas. Alors, je ne dis pas à chacun d'entre vous, du jour au lendemain, de sortir, puis de commencer à tout ramasser. Vous ne pouvez pas le faire.
Je dis simplement d'observer ce qui se passe chez vous. De temps en temps, vous allez le savoir. Pendant un millième de seconde, une chose. Vous allez avoir eu la sensation d'être sûr, d'être sûr, d'être sûr pendant un temps tellement court. Mais si vous vous observez, vous allez dire, sacrebleu, là, je le sais plus. Mais je le savais. Parfait. Tu le sais plus? Prends ton livre. Correct. À un autre moment donné, ton livre, mets-le là. Essaye de vivre libre. L'humain, sa planète, n'a pas réussi à vivre jusqu'à aujourd'hui en étant tout à fait intellectuel. Éliminez toute votre mémoire, éliminez la mémoire de l'humanité, l'humanité disparaît en 3 jours. Alors, comment ça se fait qu'elle a réussi à vivre des millions d'années avant d'accumuler tout ce bagage? Parce qu'à un moment donné, l'humain n'avait pas le choix. Il était en résonance avec la vie ou il mourait. Aujourd'hui, on a le choix. J'ai plus le même corps qu'avant, j'ai peur, la mort s'en vient, c'est ceci, c'est cela. L'enfant qui lui reste 2 ans à vivre et qui a 6 ans et qui le sait, vivra pas comme le vieux, qui lui reste 15 ans à vivre. L'enfant va vivre jusqu'à sa disparition. Le vieux, il meurt jusqu'à sa disparition. Alors on va se dire, oui, mais comment faire pour... Faites juste observer ce qu'il y a chez vous pour lui donner une chance. C'est tout. Je ne vous dis pas que du jour au lendemain, paf, c'est réglé. Ça arrive sur un humain sur 6 ou 7 milliards. Bon, ça arrive. On n'est pas encore 5 milliards. Laissez-vous le temps. Sauf que ça arrive. Mais vous devez simplement laisser une chance à ce qui est là d'avoir la possibilité d'être exprimé et observez-le. L'observant, vous allez instruire votre romancier que cette chose-là, elle existe et qu'elle tend de plus en plus à apparaître. Je suis rendu... Une petite chose. Si à un moment donné, le son est trop fort, c'est pas que je crie. C'est que les haut-parleurs sont trop hauts. Il faudrait juste que quelqu'un avertisse à la console. D'ici, je n'entends pas, mais je vous avertis. Je suis rendu à l'âge d'or et mon âge ne me pose pas de limite quand je veux faire des choses et qui seraient plutôt pour les plus jeunes. Pourquoi? Premièrement, parce que vous n'êtes pas à l'âge d'or. L'âge d'or, c'est l'âge où d'or est... Déjà, on a oublié les personnes. Alors, ce qui fait que vous n'êtes pas à l'âge d'or. Pourquoi? C'est une question qui ne devrait pas être posée. Vous faites comme la personne qui, à un moment donné, viendrait me dire « Je suis heureux. » Pourquoi? Continue à être heureux, puis laisse faire le pourquoi. Mon âge ne me pose pas de problème, aux limites. J'aimerais faire des choses pour les jeunes. Premièrement, une chose très importante, et vous ne devez pas vous frustrer de ça, mais vous devez le faire en comprenant l'écologie, par exemple, il y a un danger. Quand on est âgé, on aime les jeunes. C'est normal parce qu'on devient têteux en énergie. Le jeune est bourré d'énergie vitale, il est bourré de vie. La personne âgée, elle en a dilapidé suffisamment qu'à un moment donné, les personnes, plus qu'ils viennent âgés, plus qu'ils têtent les enfants. Alors, c'est correct de têter l'enfant. L'enfant a suffisamment d'énergie que ça ne dérange pas qu'il en donne aux personnes âgées. Sauf qu'à un moment donné, quand l'enfant en a suffisamment, on doit apprendre à couper, à pas le vider. Alors, à un moment donné, les personnes, travailler avec les jeunes, ça tête. Ça permet de ramasser de l'énergie. Les poignées de main, les embrassades, les jouages, les ci, les ça, les toucher. Bon, OK, parfait. C'est quelque chose qui est mécaniquement concevable, qui est bon et correct. Alors, je ne parle pas au niveau émotif, là. OK? L'humain va se dire, ben non, c'est parce que je l'aime. C'est en plein ça. Hein? J'ai une personne ici qui a une petite fille, un petit bébé. Partout où elle va, du mec, il y a une personne qui passe à côté, elle part en courant, puis elle veut quasiment arracher à la mère, elle veut toucher au bébé. Bon. La mère a dit, tu sais, bon, fini. Voyons, non, on l'aime, on n'a pas le droit. Non, t'as pas le droit. OK? Tu t'aides. Mais ça, évidemment, elle leur explique pas. Les personnes peuvent pas comprendre. Alors, c'est normal qu'en vieillissant, la majorité, à un moment donné, se tendent vers les enfants, veulent garder, veulent devenir grands-parents, veulent, etc., pour avoir les enfants. Tété. C'est correct. Sauf qu'à un moment donné, l'enfant, tu sais, il y en a, bon, ben là, faut couper. Pourquoi? Alors ça, je vous dis bien, faites-le, c'est parfaitement correct. C'est quelque chose qui est tout à fait ajusté, mais on doit simplement être suffisamment écologique à un moment donné pour quand même savoir quand arrêter. C'est comme lorsqu'on veut têter une fleur, ben la fleur, à un moment donné, elle en a suffisamment. Hein? On veut que le chat vienne chier sur nous, on flatte le chat, mais le chat veut s'en aller, on veut le ramener, il veut s'en aller, on veut le ramener. Ben non, c'est le même phénomène. Téter, c'est correct. Quand le chat voudra téter, il va vous téter. Quand l'enfant veut vous téter, il vous tète. Quand c'est suffisant, faut qu'il comprenne. Quand vous voulez téter, tétez. Mais quand c'est suffisant de sa part, comprenez aussi. Alors donc, on pose pas la question pourquoi, bon, tout va bien, alors on se pose pas la question. Mais... Daniel, réécouter tes cassettes, c'est donc fouiller dans nos mémoires. Pour l'instant, j'épuise de l'énergie, c'est du tétage. Point d'interrogation.
Bon, si on écoute une cassette dans le but de simplement recevoir de l'information qui pourrait créer des chocs chez soi, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas, puis on fait rien qu'écouter, pas dans le but d'analyser ou d'intellectualiser, mais simplement dans le but de... c'est comme si c'était une nouvelle conférence, ben alors il y a de l'énergie. Tété, non, faut s'entendre. L'être humain a besoin de manger, de boire, donc il a aussi besoin d'énergie. Quand je dis tété, c'est un mot qui doit être compris en ce sens que l'humain ne doit pas penser que nécessairement tout lui est dû. Il y a un moment donné où l'humain va chercher des choses. Lorsque l'humain va en chercher et qu'il se le cache, on peut dire qu'il tète. Lorsque l'humain vient en chercher et qu'il sait ce qu'il fait, il s'alimente. Ce n'est pas pareil. Mais lorsque quelqu'un veut s'alimenter, par exemple, avec moi, et je lui dis, d'accord, non, c'est suffisant. La personne me dit, ah, ok, parfait, elle s'en va. N'importe quand, elle est la bienvenue, parce qu'elle ne tète pas. Mais lorsque l'on dit, non, c'est fini. Minuit et demi, je vais me coucher. Oui, mais monsieur Cam, Lévrier, fini. Oui, là. Têteux, c'est ça, têteux. Vous savez, la voisine ou le voisin qui vous rentre chez vous, là, que c'est maudit problème, elle tète. Celui qui vous appelle au téléphone, puis qui jase, il tète. Bon. Alors, c'est le même phénomène. Bon. Faut faire attention à ce genre de phénomène de tétage. L'énergie, on peut s'alimenter, c'est conventionnel, c'est normal, c'est parfait. Vous pouvez vous alimenter d'un autre, de vous-même, d'une plante, de n'importe quoi. Le fait d'écouter une cassette, c'est correct. Autre chose, ce n'est pas parce que vous répétez quelque chose que nécessairement vous refaites la même chose. Lorsque l'humain, je vais donner un exemple. Lorsque l'humain fait une chose sans en prendre conscience, il répète, il vit de la mort. Lorsque l'humain refait la même chose et il le sait, il ne refait jamais la même chose. Il fait du neuf. Ouais, mais j'ai déjà bu de l'eau. Pas pour commencer. Ouais, si t'en bois sans jamais savoir que tu bois de l'eau, t'es mort. Mais si t'en bois sachant que tu donnes à ton corps ce qu'il a besoin, pas triper philosophiquement, là. Wow, c'est de l'eau. Oh, merci, je vais boire de l'eau. Faisons attention, échappons-en pas, respectons-la, remercions-la. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Pas de la spiritualité dans ce genre. Mais si vous savez ce que vous faites, vous êtes vivant. Alors, écouter une cassette, c'est comme revenir à une conférence. C'est-à-dire, si on sait ce que l'on fait, on est vivant. Si on ne sait pas ce que l'on fait, on est mort. Pour revenir à la question tout à l'heure, il y a un élément qui semblait être intéressant. L'âge d'or, l'âge ne pose pas de problème, à savoir que si on fait des choses qui s'adressent surtout aux jeunes, pourquoi, quand on est vieux, on peut les faire aussi? Bon, premièrement, comme je dis, c'est qu'on va avoir énergétiquement une attraction pour la jeunesse de façon à pouvoir aller chercher un peu d'énergie du bas. Bon, ça va aller. Maintenant, la personne, elle peut dire pourquoi elle peut les faire. Les jeunes, de plus en plus, ont cette faculté d'écouter les personnes âgées parce que les jeunes ont maintenant tellement été incrustés du fait que l'expérience est importante. Donc, beaucoup de jeunes vont maintenant se retourner vers les personnes de l'âge d'or. Maintenant, l'expérience, elle a d'importance qu'à la condition qu'elle permette à l'homme de se diriger vers un savoir instantané où l'expérience ne sert plus à rien. Maintenant, la personne qui travaille avec les jeunes, si les jeunes l'acceptent bien, c'est justement parce qu'elle permet aux jeunes, elle respecte les jeunes. Elle tête les jeunes, mais elle sait aussi donner aux jeunes ce que les jeunes n'ont pas. Et donc, il y a un échange d'énergie. N'importe où il y a un échange d'énergie, il y aura fonctionnement, il y aura efficacité. Alors, je répète encore une fois, la personne, si elle veut revenir avec une question de ce genre, elle devra la clarifier, parce que telle que la question est posée, faites-vous-en pas, faites ce que vous avez à faire, posez-vous pas des questions comme ça. Vu que l'astral n'est pas intelligent, comment se fait-il qu'il sait toujours quand intervenir pour me nuire? Sans doute parce que ce qui est manipulable chez vous n'est pas plus intelligent que ce qui manipule. L'astral, c'est la condition. L'astral, c'est le monde de la mort, c'est le ciel. Dans ce monde de la mort, il y a ce que la théologie appelait les démons, les anges, les archanges, tout un phénomène qui, en fin de compte, a carrément été oublié parce que lorsqu'on s'est rendu compte que le prêtre n'était pas mieux que nous autres, on a pensé que tout ce qui était enseigné par le prêtre valait rien non plus. Et ça, c'est une erreur, évidemment, au niveau de l'humain. On se demande, est-ce que le maître fait ce qu'il dit? Ça n'a rien à voir. Si ce qu'il dit est intelligent, toi, fais-le, laisse faire l'autre. Bon, s'il meurt, toi, tu vivras, pas le faire. Bon. OK? C'est très important. Mais l'humain n'a pas compris ça. L'humain est en collectif, il doit suivre. S'il le fait pas, c'est pas bon. Vu que l'astral n'est pas intelligent, comment se fait-il qu'il sait toujours quand intervenir pour me nuire? L'astral n'est pas intelligent, c'est un phénomène mécanique qui ramasse de la mémoire et qui est régi par la loi qui manipule l'humain, l'amour. Donc, lorsque dans votre âme, il y a une vibration particulière, une vibration qui peut être similaire, ce n'est pas de l'énergie électrique. Les vibrations au niveau du plan vital qui sont similaires s'attirent. C'est pourquoi les individus de même connotation vont se rejoindre et se rencontrer et s'attirer. Donc, au niveau de votre âme, lorsqu'il y a des vibrations particulières, ce qui, dans l'astral extérieur, a une connotation similaire, vient vers vous.
Ce n'est pas intelligent, c'est mécanique. À un moment donné, vous êtes triste, fatigué, c'est évident que vous allez vous faire charrier. Un soir, vous êtes fatigué, vous voulez dormir, vous vous couchez, ça pense dans votre tête, ça s'amuse, ça vous empêche de dormir. C'est tout à fait normal, ce n'est pas intelligent, c'est une simple mécanicité. Lorsque l'on parle, par exemple, d'évolution, il vient un temps où l'humain peut apprendre certaines techniques, où l'humain peut faire certains exercices, où l'humain peut manger certaines nourritures qui vont transformer son plan vibratoire de façon à ce qu'au niveau de son âme, il y a aussi une correspondance qui empêche ou qui, disons, transforme ce genre de manipulation. Alors, l'astral n'est pas intelligent, vous l'attirez, et vous ne l'attirez pas intelligemment, c'est-à-dire que ce que vous pensez être n'étant pas ce que vous êtes, les résultats que vous avez ne sont pas nécessairement ceux que vous voulez. Ça fait partie de ce que j'appelle la manipulation. Évidemment, lorsque l'homme découvre qu'il est manipulé, il transcende vers l'homme nouveau, un peu plus rapidement. La manipulation, elle doit être cellularisée, pas seulement apprise. D'ailleurs, tout le séminaire PMC1 est presque exclusivement construit sur la découverte de la manipulation par l'individu, la conscientisation de la manipulation. L'homme pense qu'il a un libre arbitre, l'homme pense qu'il pense, l'homme pense que dans sa tête, c'est lui qui est le maître, alors que toute sa vie, l'homme se fait charrier, manipuler, et l'homme se fait violer. Bon, l'homme nouveau qui tend à naître devra lutter contre cette chose. L'homme nouveau, tout à l'heure, on parlait d'initiation, on en arrive là à un moment donné, où ces choses-là devront devenir nos esclaves et non plus nos maîtres, puis encore moins des alliés. Lorsque l'homme découvre ce phénomène de la manipulation, il y a une lutte entre lui, et évidemment, pendant cette découverte, la merde lui tombe sur la tête. Plus l'humain découvre qu'il est manipulé, plus l'humain découvre que sacrableu, ça n'a pas de sens. Je voulais pas faire ça, puis ça j'ai fait. Je voulais pas dire ça, ça j'ai dit. Bon, je veux plus me mettre en colère, puis il se rend compte qu'il est de plus en plus en colère. Manipulé. Quand un individu finit par conscientiser le phénomène de la manipulation, les forces astrales se réunissent plus densément et tentent à le récupérer. Alors, plus il y a l'impression qu'il évolue malgré qu'il fait un travail, qu'il lâche pas, il marche, puis il le sait pas. Puis à un moment donné, ça commence à marcher. Là, c'est ta femme ou ton mari qui te donne la merde. Là, c'est tes enfants. Là, c'est ton patron, oui. Tous ceux qui t'entourent vont maintenant servir d'éléments, vont être manipulés de façon à t'empêcher de grimper. C'est normal, les forces d'évolution fonctionnent comme ça. Alors là, maintenant, c'est le mari ou la femme qui te donne des problèmes. C'est les enfants qui te donnent des problèmes. C'est le patron, c'est ceci, perds ta job. Il me semble, j'évoluais. T'en plein ça, t'évolues aussi. On fait tout pour te conserver. Puis à un moment donné, si t'arrives à transcender tout ça, ce qu'on appelle supporter sa croix, puis à un moment donné, ça passe. Puis un jour, l'être humain devient suffisamment autonome, son seul maître, qu'au niveau des forces astrales, il finit, s'il ne peut pas devenir le maître encore, il finit quand même par mettre suffisamment d'autorité que ceux qui l'entourent ne peuvent plus non plus être touchés pour lui. Alors ça, il amène un problème à un moment donné. Beaucoup d'individus, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils évoluent, disons, dans une secte. Pour préserver les êtres qu'ils aiment, ils vont les forcer à rentrer dans la secte avec eux. D'accord? On ne doit pas faire ça. L'évolution est individuelle, pas collective. C'est ce qu'on va faire. Comme ça, au moins, parce qu'inconsciemment, l'homme sait. Alors, il ne sait pas pourquoi, mais c'est ce qu'il fait. À un moment donné, il y aura quelque chose qui va arriver dans la famille, un accident. Il peut se dire, c'est de ma faute. J'ai tenté Dieu. Mais non, tu as tenté Satan. Pas Dieu. Okay? Celui qui veut monter vers le haut, tente pas Dieu. Un Dieu comme ça, on n'a pas besoin. Hein, un Dieu frustré parce que tu montes. Bon, on n'a pas besoin. Non, tu tentes les forces qui veulent pas que tu grimpes. Les forces qui veulent que tu grimpes, mais avec eux. Parce que les forces lucifériennes ou sataniques sont des phénomènes qui veulent évoluer. Mais ils ont besoin de l'homme. Alors, lorsque l'homme grimpe, ils s'attachent. Leur poids descend l'homme. Alors, à un moment donné, on manipule pour conserver. Il faut faire attention à ces choses-là, mais c'est des choses que, vous, à un moment donné, vous devez savoir. Parce que quand ça va mal, quand on veut s'améliorer, c'est parce que ça va mieux. Depuis que je fais attention à mon alimentation, je suis malade. Eh oui, c'est ça. Récupération astrale. Lâchez pas. Depuis que j'ai voulu améliorer telle chose, paf. C'est ça. Alors, on veut vous faire comprendre quoi? Restez niaiseux, là, puis restez comme tout le monde, puis ça va bien aller. Oui. Mais non, faites à votre goût. Il y aura des problèmes, ça va de soi. Ces problèmes-là sont là pour vous empêcher de continuer. Continuez pas. Pouvez-vous me dire si une personne sur le bien-être social fait partie de l'homme ancien? Bon, premièrement, il y a énormément d'assistés sociaux qui font typiquement partie de l'homme ancien. Il y a plusieurs jeunes assistés sociaux qui font partie de l'homme transitif et qui sont tout fourrés par rapport à ce qu'ils vivent et à ce qu'on veut leur faire vivre. Et il y a évidemment quelques assistés sociaux, quand je parle qu'il y a peut-être quelques milliers. Bon, il y a quand même pas mal d'assistés sociaux qui sont sur l'assistance sociale parce que les conditions structurales de notre société les obligent à être dessus. Faut s'entendre. L'assistance sociale n'est pas nécessairement un écueil ou une larve sociale. L'assistance sociale a des raisons d'être sur l'assistance sociale et il y a évidemment plusieurs personnes qui sont là-dessus qui ne devraient pas être là-dessus. Bon, il y en a qui sont sur le chômage, ne devraient pas être là-dessus, il y en a qui le sont et que c'est parfait. Alors, on ne peut pas juger la condition évolutive d'un humain à partir de sa structure sociale. C'est sûr que lorsque l'assisté social finit par être suffisamment nouveau, il va changer les conditions.
Mais tant qu'il n'est pas suffisamment nouveau, ben évidemment, il peut être extrêmement intéressant au niveau d'un homme nouveau, sauf qu'il n'a pas encore suffisamment de rayonnement ou d'expression pour changer sa condition. Alors, on ne peut pas juger une personne. Une personne malade, est-ce que c'est un homme nouveau? Elle peut être extrêmement avancée puis être malade pour la raison que j'ai donnée lors de la question qui était juste avant. Une personne peut être sur l'assistance sociale parce qu'il commence à fonctionner, il perd sa job, a pas le dos au chômage parce qu'il était patron, et il se passe ceci, il se passe cela. Là, elle est sur l'assistance sociale, là, elle veut se trouver un travail, elle se casse une jambe, là, elle reste là-dessus, puis à un moment donné, elle récupère, puis là, elle se ramasse avec un cancer de l'intestin, puis là, il se passe ceci, il se passe cela, puis nous, on la regarde, puis on dit, quel autre? Faire attention. Vous idéalisez toujours l'enfant, son émerveillement, etc. Moi, j'étais la même enfant, c'est-à-dire humaine, et non pas meilleure ou pire. Je trouve ça utopiste de croire qu'on est pur et que c'est après qu'on est... Même à la lire, moi. Ouais. Je suis pratique à lire l'autre. Bon. Alors, la personne ici, enfant nouveau ou pas, etc., etc., pourquoi cette idéalisation? C'est intéressant. Elle, enfant, elle était comme elle adulte. Premièrement, c'est faux. Elle le croit, mais c'est tout à fait faux. Bon, elle n'a pas le même corps, elle n'a pas la même psychologie, elle n'a pas les mêmes réactions face à la vie, elle n'a pas le même tempérament, elle n'a pas, etc. Alors, partant, c'est carrément faux. Bon. Maintenant, la personne peut être inconsciemment, disons, peut être inconsciente de ce phénomène. Sauf qu'elle va dire, moi, j'étais ceci et je fus ceci, etc. Parfait. Moi, j'ai travaillé à Sainte-Justine avec suffisamment d'enfants pour savoir ce que c'est qu'un enfant. J'ai travaillé dans des camps de vacances pour savoir ce que c'est qu'un enfant. J'ai enseigné pour la ville de Montréal-Nord, ville d'Anjou, Pointe-aux-Trembles, des sports éducatifs, disons, de mon cru et de cru de certains de mes compatriotes, et pour savoir ce que c'est qu'un enfant. Quand à un moment donné, on a des classes d'enfants où ce qu'on part à 30 et après 6 mois, il reste 2 enfants, moi, je prends la relève et après 6 mois, on rajoute 3 autres cours, ben évidemment, j'ai une idée de ce que c'est que l'enfant. Lorsqu'on m'invite à des conférences pour rencontrer des décrocheurs, des enfants qui lâchent l'école, qui reprennent, que les psychopédagogues arrivent plus à rien leur dire, que je vais leur parler et les résultats par la suite sont relativement intéressants, il se passe de quoi? Lorsque je rencontre une panoplie disons, d'enfants de ce gabarit, je sais que l'enfant est en mutation et je sais aussi que depuis 1975, surtout l'enfant nouveau tend à naître à l'échelle de notre Québec et ça, que l'humain le veuille ou non. Maintenant, si on regarde l'enfant ancien a la faculté de naissance d'être un peu mieux, mais l'enfant ancien n'a pas suffisamment d'énergie chez lui pour pouvoir repousser pendant un laps de temps suffisamment long l'agression de l'éducation des adultes. Alors, c'est évident que si on regarde l'enfant ancien va être exactement comme l'enfant, comme l'homme ancien, comme la femme ancienne. Lorsque je parle de l'enfant nouveau, je parle premièrement de ce qui chez vous va naître. On parle d'enfant pour faire une relation avec ce qui est neuf et sort. Lorsque je parle d'idéalisation, moi, je n'idéalise pas. Je connais l'enfant, je sais ce qui se passe chez un enfant et je sais de quelle façon on peut communiquer avec un enfant, ce que la majorité des adultes ne savent pas parce que les adultes ne respectent pas l'enfant comme l'enfant doit être respecté. L'adulte voit dans l'enfant rien ou voit dans l'enfant un adulte. Ce qui fait qu'en partant, on ne peut pas rien faire. L'adulte voit souvent dans l'enfant un adulte à bâtir. L'enfant est un enfant, ce n'est pas un adulte à bâtir. Bon, alors lorsque je parle de l'enfant nouveau, je n'idéalise pas. Je parle aussi de l'homme nouveau, de la femme nouvelle, ce n'est pas utopique. Et une autre chose extrêmement intéressante. Ouais, mais c'est utopique ce que vous dites. Est-ce que ça empêche la chose d'être vraie? Bon, c'est une chose. Très intéressant. C'est utopique, ça veut simplement dire que dans la mémoire conservatrice de l'individu qui utopise les choses, ben, il n'a pas suffisamment d'ingrédients pour pouvoir entrevoir la possibilité réalistique d'une chose neuve. À un moment donné, je voulais faire certaines choses, disons, sur la planète, et j'ai rencontré une panoplie de journalistes qui me disaient, Monsieur Kem, c'est utopique. Tu sais, c'est impossible ce que vous voulez faire. Ben, j'ai dit oui, c'est impossible. Tant que l'homme ne l'a pas fait, une chose reste impossible. Bon, c'est évident. Utopique. Ben, utopique, oui, utopique, dans la tête de ceux qui veulent pas le faire. C'est comme de dire, est-ce qu'à un moment donné, on peut régler le problème des hôpitaux? C'est utopique. C'est utopique, pas le faire. Bon, oublions ça. Et c'est un problème qu'on peut régler qui est pas utopique. Alors, le fait de dire c'est utopique, c'est une excuse que l'homme ancien se donne. Et c'est une manipulation de la psychologie de l'individu qui se fait faire dire qu'il ne peut pas. Regardez, exemple d'utopie. C'est quand on finit par ouvrir la conscience. Vous avez 59 ans, vous avez 45 ans, vous faites l'amour, vous allez avoir un enfant. 9 mois après, l'enfant qui vient a une peau de fesse d'enfant. Alors, comment ça se fait que vous êtes capable, vous, de donner naissance à un enfant,
Pendant que vous êtes ridé, plissé, vieux et malade. Alors, on va dire, oui, mais c'est utopique C'est utopique, un instant. L'enfant, jusqu'à un certain âge, jusqu'à l'époque de l'adolescence, lorsque l'énergie sexuelle commence à le gaspiller, jusqu'à l'époque de l'adolescence, l'enfant a une peau extraordinaire. Il a un pli, le pli disparaît. Il garde une texture au niveau des cheveux relativement intéressante. Il garde une texture de peau intéressante. Il garde une onde de forme intéressante. À l'adolescence, il perd tout cela, puis là, on se rend compte que tout change. C'est la même chose pour les animaux. Alors, on va dire, oui, mais ça, c'est utopique de penser que l'homme peut rajeunir. Pourquoi l'enfant est capable de conserver quelque chose? Pourquoi, quand rendu à un certain âge, vous êtes capable de recréer de la jeunesse? C'est utopique de penser que cette jeunesse-là créée à l'extérieur, vous ne faites pas la créer chez vous. Parce que l'homme ne comprend pas. L'homme va se dire, comme mon indigène. Ouais, mais ça, c'est normal, ça, là. Vu que c'est normal, ça n'a plus rien d'extraordinaire. Puis quand on dit, oui, mais si on pourrait prendre le grain de blé puis faire quelque chose de mieux avec, c'est utopique. J'ai déjà expliqué le phénomène, à un moment donné, des peuples sous-développés qui fonctionnaient émotivement. Plantaient des grains de blé, puis là, quand le blé poussait, ils ramassaient les plus beaux grains, puis là, ils moulaient, puis faisaient du pain, ils faisaient des cossins avec, ils bouffaient ça. Puis là, plantaient les autres grains. Puis là, il y avait des beaux germes de blé, des beaux grains de blé, ils ramassaient les beaux encore, puis ils les bouffaient. Et à un moment donné, si je passe par là, puis je leur dis, ben, vous devriez manger les laits, planter les beaux. Là, ils vont tous dire, hein? Non, si tu plantes les laits, tes germes vont être de plus en plus laids. Si tu plantes les beaux, ils vont être de plus en plus beaux. Ben, effectivement, dans sa tête, tout à fait utopique, il continue encore à planter ses mauvais grains. De plus en plus, il comprend pas pourquoi. Il offre des singes, il offre des poissons aux dieux, mais ça récolte de blé de plus en plus petit. Bon. Alors, utopique, non. Puis l'enfant, ce n'est pas... C'est comme l'homme. Quand je parle de l'enfant, c'est parce que l'enfant, effectivement, est quelque chose de relativement intéressant, surtout que la société qui s'en vient va être construite par ceux qui vont naître au niveau nouveau et par la majorité des enfants. Donc, c'est le temps qu'on commence à structurer, une conscience d'éducation ou une conscience de relation avec le domaine infantile qui permettrait à ces enfants de devenir ce qu'ils ont à être eux, plutôt que de devenir ce qu'on veut qu'ils soient. Si d'être un homme nouveau consiste à suivre ses instincts, au lieu réagir face à son passé, comment atteindre cette force instantanée? Comment techniquement atteindre cet état d'être? Bon, l'homme nouveau ne suit pas ses instincts. L'instinct est la seule forme d'intelligence léguée à l'humain à sa naissance, cela pour lui permettre de pouvoir continuer à vivre malgré qu'il ignore tout. L'enfant devra téter. S'il ne tète pas, il meurt. Alors l'enfant, on ne peut pas montrer un enfant téter, donc il s'est tété. L'enfant devra faire différentes choses parce que l'enfant en a besoin. Si l'enfant ne le fait pas, il meurt. C'est l'instinct. On parle aussi des bas instincts animaux de l'homme. En passant, les bas instincts animaux de l'homme ne se retrouvent à peu près jamais chez les animaux, donc ce sont des bas instincts humains de l'homme. Bon, mais l'humain étant orgueilleux, c'est les bas instincts animaux. OK? La guerre, tu sais, ces choses-là, le viol, la jalousie, les bas instincts animaux de l'homme. Oui, montrez-moi les animaux qui font ça. Bon. Alors, si d'être un homme nouveau consiste à suivre ses instincts, non. À suivre son savoir instantané. Le savoir instantané ressemble à l'intuition. L'intuition, certains connaissent ça. L'intuition, c'est un contact entre l'âme de l'homme constitué de mémoire morte et le monde de la mort. À un moment donné, cette mémoire, cette expérience planétaire qui date de plusieurs milliers d'années, a suffisamment d'expérience pour pouvoir intuitivement vous donner l'information d'une chose à faire que vous, amiquement parlant, vous ne connaissez pas. Alors là, vous devenez tout barbouillé d'enthousiasme, puis là, vous êtes tout content, vous avez une intuition qui a marché. Sauf que les forces astrales sont mécaniques. Un autre jour, vous allez avoir une intuition qui va vous gourer, ça va vous faire avoir. Mais à un moment donné, l'être qui grandit finit par avoir une intuition qui est d'un autre ordre. Une intuition d'un rayonnement. Une intuition qui lui est amenée par ce qu'on peut appeler un ajusteur de pensée. C'est-à-dire que l'être humain pense qu'il pense, il est continuellement manipulé par les forces astrales, par la pensée de l'opinion des autres, par la pensée collective des autres, par ce qu'il devrait penser, ce qui se pense, ce qui est normal, ce qui est anormal, ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, etc. L'éducation, entre autres. Lorsqu'à un moment donné, il y a quelque chose d'autre, un tintement qui passe, la pensée de l'homme, elle réagit, l'homme pense d'une certaine façon, et soudainement, il y a comme quelque chose qui ajuste sa pensée. L'homme se rend compte qu'il pense mieux. Pour un laps de temps, ça part, ça revient, ça part, ça revient. Il est en train d'avoir un contact avec ce qu'on appelle un ajusteur de pensée. Celui-ci est le premier palier, le premier bastion de contact avec son esprit, avec l'intelligence instantanée, l'intelligence active. Lorsque l'humain reçoit cela, il expérimente pour la première fois l'illumination théologique, le flash, l'eureka scientifique, et l'humain finit par ce savoir instantané. L'expérimentant au niveau de ses mémoires, maintenant, il sait comment le recopier. Et c'est là qu'il se fourrait. Le recopiant, il pense que c'est encore ça, c'est pas ça. Alors donc, ce n'est pas les instincts de l'homme. Mais à un moment donné, l'humain doit savoir, regardez comment on doit fonctionner.
vous voulez prendre une décision, n'importe quoi. N'importe quoi. Ça ne doit jamais être pris mécaniquement. Pas pour l'instant. Alors, vous avez le feeling que, parfait, maintenant vérifiez avec votre tête. Est-ce que ça a de l'allure ou non? Vous le savez pas? Amusez-vous, battez-vous, puis décidez. Mais là, à un moment donné, l'humain va dire, oui, mais c'est comme Dieu qui m'a parlé. Ça change rien. Selon toi, ça a tout du sens ou non? Si l'humain est émotif, va dire, ben, ça a du sens, c'est Dieu qui m'a dit ça. Ça n'a rien à voir. Tu connais pas Dieu. N'importe quel cave qui se présente dans ta tête, qui se présente Dieu, devient Dieu. C'est pour l'homme. Faire attention. Alors, à un moment donné, ça peut être un contact avec l'intelligence instantanée, l'esprit. Votre esprit. Mais vous le connaissez pas. Alors, comment on fait pour savoir si c'est ça? Restez intelligent, OK? Restez vous autres. Restez vos seuls maîtres. Ça passe, ça dit une chose, tu regardes, tu sens, ça n'a pas de sens, tu le fais pas. C'était peut-être ça qu'il fallait faire. C'est pas grave, restez vivant. Ça passe, ça a du sens, je le fais. Demandez-vous pas si, ouais, mais là, j'ai peur, puis d'un coup que ci, puis d'un coup que ça. Non, non, ça a du sens pour vous, faites-le. Tu sais, on parle de clés souvent. Techniquement, il y a une panoplie de techniques. Il y a le PMC, entre autres, qui est justement une coordination de techniques qui permettent à l'humain de comprendre ce qui lui arrive, d'engendrer suffisamment d'énergie pour se transformer sur tous les plans. Mais l'homme peut faire ça aussi de différentes façons. Ça dépend de son vécu, ça dépend de ses besoins. Sauf qu'une chose certaine, intelligencez tout, pas intellectualiser, intelligencez ce que vous faites. Est-ce qu'une chose fait du sens? D'accord? Pas à partir de vos mémoires ou de votre expérience. Est-ce qu'une chose fait du sens? Vous êtes capable, vous avez ce feeling chez vous de savoir si ça fait du sens ou non. Sauf que vous devez toujours être supporté par l'opinion des autres. Mais faites juste prendre l'habitude. Est-ce que ce qui se passe dans votre caboche fait du sens ou non? Devrais-je aller en Floride cette année? Ça a-tu du sens ou non? Pas émotivement. Oh oui, ça a du sens, qui carré ici. Pas ça a du sens. Est-ce que je dois faire ceci, je dois faire cela? Dois-je punir mon enfant? Dois-je me priver de ceci? Dois-je faire... Est-ce que ce que vous voulez faire fait du sens ou non? Vous ne savez vraiment pas? Tentez votre chance. Vous allez apprendre, vous allez payer pour, mais vous allez remporter peut-être plus de succès que si vous attendez à un moment donné d'avoir la réponse, puis l'événement est passé. Mais dans n'importe quoi, posez-vous la question, ça fait-tu du sens ou non? Alors que ce soit Dieu, que ce soit Daniel Kem, que ce soit n'importe quelle connerie, qui à un moment donné vienne vous parler, soyez vous-même vos seuls maîtres. Puis si ça fait du sens pour vous, faites-le. Si tout le monde vous dit « Hey, t'es ben niaiseux, t'aurais dû savoir que... » Vous lui répondez « Je ne le savais pas. » Fini là. Tu sais, si je l'aurais su, je l'aurais pas fait, pauvre cave. Ça sert à rien de venir me dire ça. T'aurais dû savoir que c'était vous donner ça. Comment on peut faire pour avoir du savoir? On peut pas. Alors, on se culpabilise pas. On fait ce qu'on a à faire, puis on marche. Si vous faites ce qui a du sens, plus en plus, ce que vous allez faire sera conséquentiel. Mettez-vous disponible à la vie et faites ce que vous pensez que ça fait du sens. Laissez faire tout ce que les autres vont penser, sinon vous restez assujettis à l'évolution collective. Tout le monde pense que ça fait pas de sens. T'es quoi, toi, là-dedans? Une pierre, une roche, une larve, un escargot? Si toi, tu penses que ça fait du sens, ben si c'est contre l'humanité, il faudra que tu l'appliques. Ils vont me dire, ouais, ben, faites-le, c'est ce qu'il a fait. Non, il s'est jamais posé la question si ça faisait du sens, le pauvre mec, parce qu'il n'aurait pas fait ce qu'il a fait. Il était manipulé, puis c'était des énergies que lui pouvait appeler divines qu'il manipulait, dans sa tête à lui. Hein? Jim Jones a fait la même chose. C'était Dieu, jusqu'à son suicide collectif de près de 1000 personnes. Puis il n'est pas que c'est comme ça. Non, si ça fait du sens, mettez l'énergie pour appliquer. Puis faites-vous-en pas, karmiquement, vous allez être soulagé. Celui qui vit paye pas autant que celui qui est mort. Voudrais-tu élaborer sur la génétique que l'on reçoit des parents? Est-ce possible que l'on n'ait pas la génétique de nos parents? Ben, si tes parents sont pas tes parents. Bon, la question est quand même intéressante et très intelligente. On s'informe, on pose des questions. Je fais rire un peu parce que de temps en temps, ça place les égos des individus, là, ils se sentent frustrés, etc. Là, c'est bon, ça leur fait vivre des choses. Parce que quand on se sent frustré, c'est parce qu'on est manipulé. Puis quand on est manipulé, on dit pas « Ouais, mais c'est à cause que c'est lui qui m'a manipulé. » Non, non, non. On recherche chez soi ce qui nous met en relation avec la manipulation. Là, on se libère. Comme ça, on n'a pas besoin de demander à la planète de cesser de nous manipuler. Qu'elle continue à faire ce qu'elle a à faire. Puis nous, on se sent bien là-dedans. C'est ce qu'il faut faire.
Bon, on a la génétique de nos parents, sauf qu'à un moment donné, lorsque l'évolution vers la phase nouvelle est suffisamment avancée, l'être humain personnalise son code génétique, c'est-à-dire que l'évolution de l'homme transmute son code génétique. Obligatoirement, la structure génétique de ces cellules change, ce que j'appelle, moi, cellulariser une expérience, cellulariser un événement pour être plus précis. Et lorsque cela est cellularisé, il vient un temps où la génétique complète de l'individu change. Celui-ci n'a plus de correspondance génétique avec sa famille. Sa face ne ressemble pas à sa famille, son visage va changer, ses attitudes vont changer, son expression émotive va changer, il devient différent. La génétique des parents, elle fait simplement qu'elle oblige une structure neuronique, une structure endocrinienne. Si vous avez un cerveau gros comme ça, qui est branché bien droit, vous ne pourrez pas exprimer de l'âme. Si vous avez un cerveau différent, qui vous permet de comprendre un ordinateur, c'est que vos parents avaient sans doute cellularisé cette mécanicité intellectuelle. Il y aura évidemment l'éducation du milieu qui va aider, mais si votre cerveau ne s'y prête pas, l'éducation ne pourra pas rien faire. C'est ce que c'est que la génétique. La semaine prochaine, on parle de savoir reconnaître un enfant nouveau. De toute façon, on va parler de la génétique. Mais quand je fais cette conférence, ce n'est pas simplement pour ceux qui ont des enfants. Vous savez, vous êtes des êtres humains dans une société. Vous envoyez des enfants. Mais de quelle façon devrons-nous agir avec? On doit se bâtir, on doit constituer ce genre d'enfants. On en a dans la famille, mais ce n'est pas une raison. Souvent, les personnes me disent, quand tu fais des conférences, les enfants, c'est moins intéressant parce que moi, je n'ai pas. Vous êtes des enfants chez vous. Comment reconnaître l'enfant biologique nouveau? Sachez que tous les caractères qui définissent l'enfant nouveau sont les mêmes caractères qui vous définissent vous comme homme nouveau. Sauf que lui, c'est l'enfant. Prenons l'enfant comme exemple, on pourra démontrer certaines choses. D'ailleurs, je vais être interviewé par un professeur. Alors, il sait ce que c'est que l'enfant, il en éduque les enfants. Puis il en souffre d'éduquer des enfants nouveaux. OK? Alors, il y a un moment donné, chez vous, vous avez cette fondamentalité d'enfant nouveau. Si on le reconnaît chez autrui, on le reconnaît chez soi. C'est important. Alors, bonne semaine. Amusez-vous bien. Merci beaucoup, Daniel. Donc, pour tous les gens intéressés, l'invitation la semaine prochaine.